Mon beau-père exige que je lui remette mes gains au loto parce qu'il prétend être le chef de famille après m'avoir mise à la porte à 18 ans. Ma mère a épousé Denis quand j'avais 14 ans. Il a emménagé chez nous, a pris possession de la chambre principale et a immédiatement commencé à imposer ses règles. Sa maison, ses règles, voilà ce qu'il disait, sauf que ce n'était pas sa maison, c'était celle de ma mère, mon père biologique la lui avait laissée à sa mort, mais Denis agissait comme s'il possédait tout dès l'instant où il lui a passé la bague au doigt. Il m'obligeait à l'appeler monsieur, il m'a imposé un couvre-feu à 20 h même le week-end, il se plaignait de la quantité de nourriture que je mangeais et disait que j'étais un fardeau financier. Quand j'ai eu 16 ans, il m'a dit que je devais commencer à payer un loyer, 300 € par mois. J'étais au lycée, j'ai dû trouver un petit boulot dans un fast-food juste pour le payer. Ma mère n'a rien dit, elle n'a jamais dit un mot contre Denis, elle regardait juste le sol et me disait que ça m'apprendrait le sens des responsabilités. Je travaillais 20 heures par semaine pendant l'année scolaire et 30 heures pendant les vacances d'été, je payais Denis chaque mois sans faute, je n'ai jamais manqué un versement. Il ne m'a jamais dit merci, il ne m'a jamais dit qu'il était fier de moi, il prenait juste l'argent et me disait que j'apprenais comment fonctionnait le vrai monde. Le jour de mes 18 ans, 2 semaines après les résultats de mon bac, Denis m'a dit que j'avais 30 jours pour déménager, il a dit que j'étais une adulte maintenant, qu'il avait besoin d'intimité avec ma mère et que j'avais été une invitée assez longtemps. Ma mère a pleuré mais elle ne s'est pas battue pour moi, elle m'a juste aidé à faire mes cartons et m'a glissé 200 € quand Denis ne regardait pas. J'ai emménagé dans une chambre que je louais à une vieille dame à l'autre bout de la ville, je travaillais à temps plein dans un entrepôt et je suivais des cours du soir pour obtenir mon diplôme. Je n'ai rien demandé à Denis ni à ma mère, ni argent, ni aide, ni conseil, je me suis débrouillée toute seule, j'ai appris à déclarer mes impôts, à réparer ma voiture, à gérer mon budget pour pouvoir manger et payer mes frais de scolarité en même temps. Il m'a fallu 6 ans pour obtenir mon diplôme d'expertise comptable, ce n'est pas un métier glamour mais c'est stable, avec un bon salaire, de bons avantages et des perspectives d'évolution. J'ai emménagé dans mon propre appartement, puis j'ai acheté mon propre bien, j'ai construit une vie complètement séparée de Denis et de ma mère, je les voyais peut-être 2 fois par an, à Noël et pour l'anniversaire de ma mère. Denis faisait toujours des commentaires sur mon travail, ma voiture, mes vêtements, il disait que les comptables étaient ennuyeux et que j'aurais dû me lancer dans les affaires comme lui, alors qu'il dirigeait une entreprise de paysagistes en difficulté que l'argent de ma mère maintenait à flot. Mais bien sûr, c'était moi qui faisais les mauvais choix. J'ai arrêté de laisser ces commentaires m'atteindre, je souriais juste, j'aidais ma mère à faire la vaisselle et je partais dès que je pouvais. Il y a 3 mois, j'ai gagné au loto, pas le gros lot énorme, mais assez, 470 000 € net. Je ne l'ai dit à personne au début, j'ai remboursé mon crédit immobilier, j'ai mis une grosse somme de côté, j'ai acheté une nouvelle voiture, rien de tape à accent grave-l'œil, juste une fiable, et j'ai fait un don à un foyer qui m'avait aidé une fois quand j'avais 19 ans et que j'étais entre 2 emplois. J'en ai parlé à ma mère environ 1 mois plus tard en lui demandant de garder ça pour elle, j'aurais dû m'en douter, elle l'a dit à Denis le soir même. Il m'a appelé le lendemain matin, pas pour me féliciter ni pour dire qu'il était heureux pour moi, il voulait qu'on déjeune ensemble, il a dit qu'on devait discuter des finances familiales. J'aurais dû dire non mais une partie de moi était curieuse, je voulais voir ce qu'il oserait me dire en face. Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie près de chez lui, il avait l'air pareil, même polo, même expression suffisante, même façon de me regarder comme si j'étais encore une gamine de 16 ans qui lui tendait l'argent du loyer. Il n'a pas perdu de temps, il a dit que les gains du loto devaient être distribués équitablement, il a dit qu'il était le chef de famille, que ma mère avait fait tant de sacrifices pour m'élever et que le moins que je pouvais faire était de partager ma bonne fortune. Il avait un chiffre en tête, 200 000 €, il a dit qu'il le prendrait en une seule fois pour agrandir son entreprise de paysagiste, que c'était un investissement pour l'avenir de la famille. Je lui ai demandé ce qu'il entendait par famille, il a dit lui, ma mère et moi, que nous étions une unité et que nous devions nous soutenir mutuellement. Je lui ai rappelé qu'il m'avait mise à la porte à 18 ans, il a dit que je devais grandir, je lui ai rappelé qu'il ne m'avait jamais aidé pour mes études, pour mon premier appartement, pour quoi que ce soit. Il a dit que je tenais les comptes comme une enfant, puis il s'est mis en colère, il a dit que j'étais égoïste, que ma mère avait honte de ma cupidité et que personne dans la famille ne me respecterait si je gardais l'argent pour moi toute seule. Il a dit qu'il était l'homme de la maison et qu'il avait le dernier mot sur les questions financières, il pensait vraiment qu'être marié à ma mère lui donnait une sorte d'autorité sur mon compte en banque. Je l'ai laissé parler encore 10 minutes, il avait des projets, un nouveau camion pour l'entreprise, des vacances pour lui et ma mère, peut-être un bateau, il parlait comme si l'argent était déjà à lui,
comme si je n'étais qu'un obstacle mineur entre lui et ses dépenses. Quand il s'est enfin arrêté, je lui ai dit que je ne lui donnerais rien. Son visage est passé de normal à rouge vif en 2 secondes, sa voix est devenue plus forte, les gens aux autres tables ont commencé à nous regarder. Il m'a dit que j'étais égoïste et ingrate, il a dit la famille prend soin de la famille, il a dit que je crachais sur tout ce que lui et ma mère avaient fait pour moi. J'ai gardé une voix calme et posée, je lui ai rappelé qu'il m'avait viré quand j'ai eu 18 ans, j'ai dit que je m'assumais seul depuis ce jour-là et que nous avions clairement des idées très différentes sur ce que signifie la famille. Sa mâchoire s'est serrée, ses mains ont agrippé le bord de la table mais il n'avait pas de bonne réponse à ça. Il a changé de tactique rapidement, sa voix est devenue plus douce, presque triste, il a dit ta mère pleure tous les soirs parce que tu es devenue distante, il a dit que l'argent détruisait notre relation et qu'elle regrettait de ne pas avoir sa fille dans sa vie. J'ai fait remarquer que c'était lui qui avait demandé cette réunion, que c'était lui qui exigeait mon argent, pas moi. Il a frappé la table du poing, les couverts ont sursauté, encore plus de gens ont regardé. Il a dit que j'avais une semaine pour réfléchir au genre de fille que je voulais être, puis il s'est levé et est sorti sans payer son café. Je suis resté assise 1 minute de plus, puis j'ai payé l'addition et je suis parti. J'ai réussi à atteindre ma voiture avant que mes mains ne commencent à trembler, j'ai agrippé le volant et je suis resté assise sur le parking pendant 20 minutes. Une partie de moi savait que cela arriverait, je savais que Denis tenterait quelque chose comme ça, mais l'entendre dire ces mots, exiger mon argent comme s'il en avait le droit, m'a mise tellement en colère que je pouvais à peine réfléchir. J'ai démarré la voiture et je suis rentré chez moi, je suis allé directement sur mon ordinateur portable et j'ai passé toute la soirée à chercher des informations sur la pression financière familiale et les protections juridiques. J'ai lu des histoires d'autres personnes dont les proches essayaient de réclamer des gains de loterie, je me suis renseigné sur les mises en demeure et les lois sur le harcèlement, j'ai pris des notes, j'ai sauvegardé des sites web, je me sentais un peu mieux d'avoir des informations et un plan. Mon téléphone a sonné vers 20 h, c'était maman. Sa voix semblait petite et désolée quand j'ai répondu, elle a dit que Denis était très contrarié, elle a dit que je pourrais peut-être juste les aider un peu, pas la somme totale, mais quelque chose pour montrer que je me soucie d'eux. Je lui ai demandé pourquoi elle avait parlé du loto à Denis alors que je lui avais demandé de ne pas le faire, elle est restée silencieuse quelques secondes puis elle a dit qu'elle disait tout à son mari, que c'est ce que font les gens mariés. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine quand elle a dit ça. Je lui ai dit que j'avais déjà remboursé mon appartement, que j'avais mis de l'argent de côté pour mon avenir et fait des dons à des œuvres caritatives, et j'ai ajouté que je ne donnerais rien à Denis. Elle s'est mise à pleurer, elle a dit que je déchirais la famille pour de l'argent, que j'avais changé, que j'étais une fille si douce avant. Je lui ai dit que j'étais la même personne qui payait un loyer à 16 ans, la même personne qui avait été mise à la porte à 18 ans, j'ai dit rien n'a changé chez moi sauf que maintenant j'ai de l'argent et que Denis le veut. Elle a continué à pleurer, j'ai raccroché. Le lendemain matin, j'ai cherché des avocats spécialisés en droit de la famille et protection financière, j'ai trouvé maître Caroline Dumont, son site disait qu'elle aidait les gens à protéger leurs actifs contre la pression familiale. J'ai appelé son cabinet et obtenu un rendez-vous pour l'après-midi même. Assise dans son bureau, j'ai tout expliqué, Denis exigeant 200 000 €, la réunion à la brasserie, l'appel de ma mère. Caroline a pris des notes tout le temps, elle a noté les dates et les détails, elle a posé des questions sur les mots exacts de Denis et l'implication de ma mère. Quand j'ai fini, elle m'a regardé et a dit « Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense, nous devons protéger vos actifs tout de suite. » Caroline m'a dit de tout documenter à partir de maintenant, chaque conversation avec Denis, chaque appel de ma mère concernant l'argent, chaque SMS. Elle a dit « Si Denis essaie de faire des menaces juridiques ou vous harcèle, j'aurai besoin d'un dossier clair. » Elle m'a expliqué qu'avoir des preuves ferait toute la différence si les choses empiraient. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai commencé un journal détaillé, j'ai écrit tout ce dont je me souvenais de la réunion à la brasserie, ce que Denis avait dit, ce que j'avais dit, le montant exact qu'il exigeait, la façon dont il avait frappé la table. J'ai tout noté avec les dates et les heures. J'ai rencontré Guillaume Faure, mon expert comptable, 2 jours plus tard, je lui ai expliqué la situation avec Denis et ma mère. Guillaume m'a aidé à restructurer mes comptes, il a ajouté des mesures de sécurité supplémentaires et a mis en place des clauses bénéficiaires qui excluent totalement Denis. Guillaume a dit qu'il avait déjà vu ça, des membres de la famille réclamant des gains de loto qu'ils estiment leur être dus, il a dit la documentation légale est la meilleure protection que vous puissiez avoir. Je me sentais plus en sécurité en quittant son bureau, j'avais des avocats, des comptables et de la documentation, j'avais une protection. 3 jours après la brasserie, Denis m'a appelé directement,
sa voix semblait amicale et raisonnable, comme si la dispute n'avait jamais eu lieu. Il a dit qu'il avait surréagi, qu'il ne demandait plus la somme totale, juste 50 000 € pour aider l'entreprise, juste assez pour stabiliser les choses. Je lui ai dit que je ne lui donnerais aucun montant et qu'il devait arrêter de me contacter à ce sujet. J'ai gardé une voix ferme. Son ton a changé instantanément, la voix amicale a disparu, il a dit que j'allais le regretter, que je faisais une énorme erreur et que la famille n'oublie pas la trahison. Sa voix devenait plus forte à chaque phrase. Je lui ai dit que me menacer était une mauvaise idée et que je documentais tout ce qu'il disait, puis j'ai raccroché. Mes mains tremblaient encore mais je me sentais plus forte qu'à la brasserie, j'avais des avocats maintenant, j'avais une protection et des preuves de ce qu'il faisait. Le lendemain matin, mon téléphone s'est allumé avec un texto de ma mère, puis un autre, puis 3 autres à la suite. J'ai ouvert les messages et vu des paragraphes entiers sur la difficulté de la situation actuelle. Elle disait que l'entreprise de paysagiste perdait de l'argent chaque mois, que Denis travaillait 14 heures par jour pour essayer de maintenir l'activité. Qu'il rentrait épuisé et stressé et qu'elle détestait le voir comme ça. Elle disait que si l'entreprise avait un peu d'aide, juste assez pour passer ce mauvais cap, tout irait bien à nouveau. Elle n'a jamais utilisé le mot argent, elle ne m'a jamais rien demandé directement, mais chaque phrase était conçue pour me faire culpabiliser. Chaque mot était choisi pour que j'imagine Denis souffrir et ma mère souffrir et que tout soit de ma faute parce que j'avais de l'argent et que je ne voulais pas partager. J'ai lu tous les messages 2 fois, puis j'ai fait des captures d'écran de chacun d'eux et je les ai enregistrés dans un dossier appelé « Documentation ». Je n'ai pas répondu, j'ai posé mon téléphone face contre le bureau et je me suis remise au travail. 2 jours plus tard, j'ai déjeuné avec Jérémy, un collègue, dans un café près de notre bureau. Jérémy et moi travaillions ensemble depuis 3 ans, c'était la personne à qui je parlais de tout, qui connaissait mes rendez-vous désastreux, mes problèmes de voiture et mon voisin ennuyeux qui jouait de la batterie à minuit, mais je ne lui avais jamais beaucoup parlé de ma famille. J'avais mentionné ma mère quelques fois, j'avais dit que mon beau-père et moi ne nous entendions pas, mais je n'avais jamais expliqué toute l'histoire. Je lui ai tout raconté ce jour-là, Denis me faisant payer un loyer à 16 ans, mon expulsion à 18 ans, mes études payées seules, le loto et Denis exigeant 200 000 € comme si c'était son droit, les SMS culpabilisants de ma mère. Jérémy a posé son sandwich et m'a juste regardé, il a dit qu'il n'en avait aucune idée, qu'il pensait que j'avais juste une relation distante normale avec mes parents, pas ça. Il a dit que Denis avait l'air d'être un sacré numéro et que ma mère ne valait pas mieux. Il a demandé ce que j'allais faire, je lui ai dit que je ne leur donnerais rien, que j'avais une avocate et que je documentais tout. Jérémy a hoché la tête en disant que c'était intelligent, puis il a dit quelque chose qui m'a fait me sentir moins seul, si jamais Denis se montrait à nouveau, si j'avais besoin de renfort, il viendrait, je ne devrais pas affronter ça seul. Je l'ai remercié sincèrement. Une semaine après la réunion à la brasserie, j'étais à mon bureau en train de consulter des tableurs quand mon téléphone fixe a sonné, c'était la standardiste en bas, sa voix semblait incertaine. Elle a dit que mon beau-père était dans le hall et demandait à me voir. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, je lui ai demandé de répéter, elle a dit qu'un homme nommé Denis était là, qu'il se présentait comme mon beau-père et qu'il devait me parler de quelque chose d'important. Je lui ai dit que je n'étais pas disponible et de lui demander de partir s'il vous plaît. Elle a dit d'accord et la ligne est devenue silencieuse. Je suis resté là à fixer mon écran d'ordinateur sans rien voir, mes mains tremblaient. Denis était venu sur mon lieu de travail, il avait conduit jusqu'à mon immeuble et était entré dans le hall comme s'il avait le droit d'y être. L'audace du geste m'a rendu furieuse et effrayée en même temps. Mon téléphone a sonné à nouveau 5 minutes plus tard, encore la standardiste, elle semblait plus mal à l'aise maintenant. Elle a dit que Denis refusait de partir, qu'il insistait pour avoir juste 5 minutes pour parler à sa fille d'affaires familiales, elle demandait ce qu'elle devait faire. Je lui ai dit d'appeler mon directeur, que c'était du harcèlement et que je voulais qu'on le fasse sortir du bâtiment. Je l'ai entendu me mettre en attente, puis des voix en arrière-plan, puis la voix de mon directeur est arrivée sur la ligne demandant ce qui se passait. J'ai expliqué aussi calmement que possible que mon beau-père s'était présenté sans invitation et refusait de partir. Mon directeur a dit qu'il s'en occupait et a raccroché. Je suis resté figé à mon bureau pendant les 10 minutes suivantes, incapable de me concentrer, j'imaginais Denis faire un scandale dans le hall, tout le bureau voyant ça, tout le monde au courant de mon drame personnel. Puis mon directeur est venu à mon bureau, il a dit que Denis était parti, qu'il lui avait dit très fermement de partir ou qu'ils appelleraient la sécurité. Denis avait argumenté quelques minutes en disant qu'il voulait juste parler, que c'était une affaire de famille, mais il avait fini par partir. En sortant,
Il avait crié assez fort pour que tout le monde dans le hall entende que je ne pourrais pas l'éviter éternellement. Mon directeur a demandé si j'allais bien, j'ai dit oui même si ce n'était pas vrai. Il a dit que si Denis revenait, ils appelleraient la police immédiatement. Je l'ai remercié et j'ai essayé de me remettre au travail mais mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler, j'étais humilié. Tout le monde à mon étage avait probablement entendu parler de ça maintenant, le service comptabilité n'était pas si grand, les gens parlaient. J'ai ouvert mes emails et envoyé un message à Caroline expliquant ce qui venait d'arriver. Elle a répondu dans l'heure, elle a dit que c'était du harcèlement et que nous devions envoyer une mise en demeure formelle immédiatement. Elle a dit que se présenter à mon travail après que je lui ai dit d'arrêter de me contacter pour de l'argent était une violation claire des limites. Elle a demandé si je voulais qu'elle rédige la lettre, j'ai répondu oui et je l'ai autorisée à envoyer ce qu'elle jugeait approprié. Une partie de moi était soulagée, agir en justice me donnait l'impression d'avoir enfin une protection, mais une partie de moi était anxieuse de ce que Denis ferait en recevant une lettre d'avocat. Est-ce que ça améliorerait les choses ou les empirerait? Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Ma mère. J'ai failli ne pas répondre mais je savais qu'elle continuerait d'appeler. J'ai décroché. Elle pleurait avant même que je dise allô, elle a dit que j'avais fait jeter Denis de mon lieu de travail comme s'il était un criminel, que je le détruisais. Elle a dit que c'était un homme bon qui voulait juste me parler et que je l'avais humilié devant des étrangers. Je l'ai coupé, j'ai dit que Denis s'était présenté à mon travail sans invitation, que j'avais fait dire par la standardiste que je n'étais pas disponible et lui avait demandé de partir. J'ai dit qu'il avait refusé et fait un scandale et que c'était sa faute à lui, pas la mienne. Elle a continué à pleurer, elle a dit que j'avais changé, que j'étais devenue froide et cruelle, que la fille qu'elle avait élevée ne traiterait jamais sa famille comme ça. Je voulais hurler, je voulais lui rappeler que la fille qu'elle avait élevée était celle qui payait un loyer à 16 ans et s'était fait virer à 18 ans, mais j'ai juste dit que je devais y aller et j'ai raccroché. Le lendemain, j'ai cherché des thérapeutes spécialisés dans les dynamiques familiales et j'ai trouvé Laure Richard. Son site disait qu'elle aidait les gens à poser des limites avec des membres de la famille difficiles. J'ai appelé et obtenu un rendez-vous pour la fin de la semaine. Quand je suis entré dans son cabinet, elle a souri et m'a indiqué un fauteuil confortable, elle m'a demandé de lui dire ce qui m'amenait. J'ai commencé à expliquer pour Denis et l'argent du loto, mais je me suis retrouvé à remonter plus loin, à mes 14 ans quand Denis a emménagé, au loyer au lycée, à l'expulsion, au fait que ma mère ne m'a jamais défendu. À ce schéma où ma mère choisissait Denis plutôt que moi encore et encore depuis 16 ans. J'ai commencé à pleurer au milieu du récit, pas des larmes silencieuses mais de vrais sanglots incontrôlables. Laure m'a tendu des mouchoirs et a attendu. Quand j'ai fini par m'arrêter, elle a dit quelque chose qui m'a frappé de plein fouet, elle a dit que la passivité de ma mère n'était pas passive du tout. Elle a dit chaque fois que votre mère est restée sans rien faire et a laissé Denis vous maltraiter, c'était un choix actif. Elle a dit que ma mère choisissait son confort plutôt que mon bien-être, que c'était douloureux à accepter mais important à voir clairement. J'ai hoché la tête, je n'avais jamais vu les choses comme ça, je m'étais toujours dit que ma mère était juste faible ou qu'elle avait peur de Denis. Mais Laure avait raison, ma mère faisait des choix, elle choisissait Denis à chaque fois. 3 jours plus tard, Caroline m'a appelé pour me dire que la mise en demeure avait été envoyée par lettre recommandée. Elle m'a lu les passages clés au téléphone, il était clairement stipulé que Denis devait arrêter de me contacter au sujet de l'argent, qu'il devait arrêter de se présenter chez moi ou à mon travail et que toute communication future devait passer par les avocats. La lettre était ferme et professionnelle. Caroline a dit que Denis devrait signer pour la recevoir donc nous aurions la preuve qu'il l'avait reçue. Je me sentais protégé d'avoir cette documentation juridique, j'avais l'impression d'avoir enfin tracé une ligne avec des conséquences derrière, mais je me sentais aussi triste. Ça ne devrait pas avoir à se passer comme ça, les familles ne devraient pas avoir besoin d'avocats. 2 jours après ça, ma mère a rappelé. Elle a dit que Denis était tellement blessé par la lettre juridique qu'il pouvait à peine fonctionner, qu'il était déprimé et en colère et se sentait attaqué. Elle a dit que je lui brisais le cœur et détruisais son mariage, elle a demandé comment je pouvais être si sans cœur envers l'homme qui m'avait élevé. J'ai pris une grande inspiration, j'ai dit que Denis ne m'avait pas élevé, qu'il m'avait fait payer un loyer et m'avait mise à la porte et que maintenant il voulait mon argent. J'ai dit que si leur mariage était détruit, c'était parce que Denis ne pouvait pas accepter que j'aie des limites. Elle a recommencé à pleurer, elle a dit que je déchirais la famille. J'ai répondu que la famille était déjà déchirée depuis 16 ans quand Denis m'avait mise à la porte. Elle m'a raccroché au nez. Le lendemain matin, ma mère m'a envoyé un texto me demandant de venir dîner à la maison, elle a dit qu'on devait parler des choses comme une famille,
que Denis avait promis d'être calme et raisonnable et qu'il voulait juste trouver un compromis avec lequel tout le monde pourrait vivre. J'ai fixé le texto pendant un long moment. Tout mon instinct me disait que c'était une mauvaise idée. Laure m'avait dit lors de notre dernière séance que je ne devais pas une autre conversation à Denis, que j'avais déjà énoncé mes limites clairement et qu'aller à ce dîner lui donnerait juste une autre chance de me manipuler. Mais une partie de moi voulait croire ma mère, une partie de moi voulait penser qu'on pourrait peut-être parler et arriver à une sorte d'entente, une partie de moi espérait encore que ma mère finirait par me défendre. J'ai répondu que je viendrais dîner, un seul dîner, pour voir si on pouvait avoir une conversation productive. Ma mère a répondu immédiatement avec un emoji cœur et a dit samedi à 18h. Je regrettais déjà d'avoir dit oui. Le samedi est arrivé trop vite. J'ai passé la matinée à vérifier mon dossier de documentation 3 fois, m'assurant que j'avais tout organisé, relevé bancaire, lettre de mise en demeure, carte de visite de Caroline, capture d'écran des SMS. J'avais l'impression de me préparer pour un procès plutôt que pour un dîner avec ma mère. J'ai envoyé un texto à Jérémy vers midi pour lui dire le plan, il m'a dit de l'appeler si ça tournait mal, qu'il viendrait en voiture si j'avais besoin de lui. Avoir quelqu'un dans mon camp rendait la chose moins effrayante. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère juste avant 18h, me garant dans la rue plutôt que dans l'allée pour pouvoir partir vite si besoin. La maison avait l'air exactement comme toujours, même façade beige, même parterre de fleurs que ma mère gardait soignées, même porte d'entrée que j'avais franchie 1000 fois enfant. Mais en m'approchant maintenant, je me sentais à nouveau comme à 14 ans, petite et impuissante, attendant que Denis me dise ce que j'avais fait de mal. J'ai frappé au lieu d'utiliser ma vieille clé. Ma mère a ouvert tout de suite, son visage s'illuminant comme si je lui avais fait un cadeau juste en venant. Elle m'a serré fort et j'ai senti son parfum familier, le même qu'elle portait depuis toujours. Elle m'a conduite à l'intérieur et j'ai vu Denis assis à la table de la salle à manger. Il était assis sur ce qui était la chaise de mon père, en bout de table. Il était assis là depuis 16 ans comme si ça lui appartenait, comme si tout dans cette maison lui appartenait. Ma mère avait mis la table avec sa belle vaisselle, celle qu'elle n'utilisait que pour les fêtes. Il y avait des plats déjà sortis, poulet rôti, purée, haricots verts. Les mains de ma mère tremblaient légèrement quand elle m'a indiqué de m'asseoir. J'ai pris la chaise la plus éloignée de Denis. Il m'a fait un signe de tête mais ne s'est pas levé ni n'a proposé de me serrer la main. Nous nous sommes assis dans un silence gênant pendant que ma mère apportait des petits pains et versait de l'eau. Elle bougeait trop vite, trop nerveuse, remplissant le silence avec le bruit de la vaisselle. Denis m'a demandé de passer les pommes de terre, je les lui ai données. Il a demandé comment allait le travail, j'ai dit que ça allait. Il a demandé si mon appartement avait besoin de réparation, j'ai dit non. Ma mère continuait de me proposer de la nourriture, empilant des choses dans mon assiette comme si j'étais encore une ado qu'il fallait nourrir. Elle m'a posé des questions sur ma voiture, mes voisins, si je dormais bien. Des banalités qui ressemblaient à une traversée de champs de mine. Chaque question semblait chargée, comme si on attendait tous que quelqu'un dise ce pourquoi on était vraiment là. Denis mangeait lentement, coupant son poulet en morceaux précis. Il a complimenté la cuisine de ma mère, mentionné que l'entreprise de paysagiste avait eu quelques nouveaux clients, parlé de la météo. C'était tellement normal en surface mais je sentais la tension en dessous. Le sourire de ma mère était trop brillant, la voix de Denis trop calme. Je sentais à peine le goût de la nourriture. Après avoir fini de manger, ma mère a commencé à débarrasser. Denis s'est adossé à sa chaise et s'est raclé la gorge. Il a dit qu'il voulait s'excuser pour son comportement à la brasserie et à mon travail, il a dit que l'entreprise était en difficulté et qu'il avait laissé le stress prendre le dessus. Il a dit qu'il comprenait que j'avais construit ma propre vie et qu'il respectait ça. Les mots semblaient répétés, comme s'il les avait appris par cœur. Ma mère hochait la tête depuis la porte de la cuisine, l'encourageant. Je l'ai remercié pour ses excuses et j'ai attendu. Je savais qu'il y avait autre chose. Denis a croisé les mains sur la table et a dit que bien qu'il comprenne ma position, la famille devait aider la famille en temps de crise. Il a dit qu'il y avait beaucoup réfléchi et qu'il ne demandait plus la somme initiale, il a dit que 25 000 € suffirait, juste assez pour sauver l'entreprise et stabiliser les choses. Ma mère est revenue à la table et s'est assise, elle est intervenue pour dire que ce n'était pas vraiment une question d'orgueil pour Denis mais de sécurité pour elle. Elle a dit que l'entreprise les faisait vivre tous les deux et que si elle faisait faillite, elle serait touchée aussi. Elle a demandé si je ne voulais pas protéger ma propre mère. J'ai senti la culpabilité familière monter,
ce vieux sentiment d'être responsable du bonheur de ma mère, mais je l'ai repoussé. Je leur ai dit que j'avais proposé d'aider ma mère directement il y a des années, quand j'ai eu mon premier job de comptable, et je lui ai rappelé qu'elle avait refusé parce que Denis disait qu'il n'avait pas besoin de mon aide. J'ai dit que je ne leur donnerais pas d'argent maintenant, surtout pas pour une entreprise que Denis avait coulée. Le visage de Denis s'est assombri, sa mâchoire s'est serrée et ses mains se sont crispées sur le bord de la table. Ma mère avait l'air sur le point de pleurer, elle a dit que c'était différent, que c'était avant que les choses aillent si mal. Denis a dit que j'étais déraisonnable, que 25 000 € n'étaient rien pour moi maintenant, à peine une égratignure dans ce que j'avais. Il a dit que je choisissais l'argent plutôt que la famille. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang, il a dit que j'étais tout comme mon père, froide et égoïste avec l'argent. C'était un coup bas et il le savait. Mon père avait laissé la maison à ma mère spécifiquement pour la protéger, pour s'assurer qu'elle ait toujours un toit, et Denis vivait dans cette maison sans payer de loyer depuis 16 ans en agissant comme s'il en était le propriétaire. Je me suis levé, j'ai dit que ce dîner était terminé et que je ne discuterais plus d'argent avec eux. Ma mère m'a attrapé le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma manche, et m'a supplié de ne pas partir fâchée, elle a dit qu'on était une famille et qu'on pouvait arranger ça si on continuait à parler. Denis s'est levé aussi, il a dit que si je franchissais cette porte, je choisissais d'être une étrangère pour cette famille, que je regretterais de leur tourner le dos. J'ai dégagé mon bras de la prise de ma mère, j'ai dit à Denis que j'étais une étrangère depuis qu'il m'avait viré à 18 ans. Je lui ai dit que je me débrouillais seul depuis 12 ans. J'ai marché vers la porte et ma mère m'a suivi, suppliant toujours. Je suis parti sans me retourner. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 10 minutes avant de pouvoir conduire, mes mains tremblant sur le volant. Au cours des 2 semaines suivantes, mon téléphone est devenu un champ de bataille. Ma tante a appelé un mardi soir, elle a dit qu'elle avait entendu que j'avais gagné de l'argent et que je ne voulais pas aider ma propre mère dans le besoin. Elle a dit que la famille devait se serrer les coudes, elle faisait comme si j'abandonnais ma mère exprès, comme si j'étais cruel. Mon cousin m'a envoyé un texto 3 jours plus tard demandant si les rumeurs étaient vraies, que je laissais Denis perdre son entreprise par méchanceté. Il a dit qu'il avait toujours pensé que je valais mieux que ça. J'ai reçu un appel d'une amie de ma mère demandant s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour m'aider à entendre raison. Chaque contact rendait plus clair le fait que Denis diffusait sa version des faits, il disait à tout le monde que j'étais cupide et sans cœur, omettant la partie où il m'avait viré, celle où il me faisait payer un loyer à dos, celle où il s'était pointé à mon travail. J'ai contacté ma tante directement, je l'ai rappelé et j'ai demandé si on pouvait parler. J'ai expliqué toute l'histoire, le loyer à 16 ans, l'expulsion après le bac, mes études payées seules, Denis exigeant 200 000 €. Elle est devenue silencieuse à l'autre bout du fil. Quand elle a enfin parlé, sa voix était différente, elle a dit qu'elle ne connaissait pas ces détails, que Denis avait laissé entendre que j'étais juste avare avec un gain inattendu alors que lui et ma mère m'avaient toujours soutenu. Je lui ai demandé de partager la vérité avec les autres membres de la famille qui m'avaient contacté. Elle a dit qu'elle le ferait. Certains membres de la famille se sont excusés après avoir entendu toute l'histoire, mon cousin a rappelé pour dire qu'il était désolé d'avoir tiré des conclusions hâtives. L'amie de ma mère a envoyé un texto disant qu'elle comprenait maintenant pourquoi j'avais posé des limites. Mais d'autres ont pris le parti de Denis quand même, mon oncle a dit que la famille est de la famille peu importe les conflits passés, une autre tante a dit que je devrais être plus mature et laisser tomber les vieilles rancunes. Quelques cousins ont arrêté de répondre à mes messages complètement. J'étais blessé mais pas surprise, c'étaient des gens qui n'avaient pas été là pendant les années difficiles, ils ne m'avaient pas vu travailler au fast-food à 16 ans pour payer Denis, ils n'avaient pas aidé quand je dormais sur un matelas gonflable dans une chambre louée. Ils n'avaient rien offert quand je mangeais des nouilles instantanées pour payer mes livres. Mais maintenant ils avaient des avis sur ce que je devais faire de mon argent. J'ai commencé à limiter les contacts avec la famille éloignée qui ne respectait pas mes limites, j'ai arrêté de répondre aux appels de numéros inconnus, j'ai mis en sourdine les groupes de discussion où les gens ramenaient le sujet sur le tapis. Je me suis concentré sur les gens qui me soutenaient vraiment, Jérémy, Caroline, Laure, ceux qui connaissaient toute l'histoire et restaient à mes côtés. Jérémy m'a emmené dans un petit restaurant italien à l'autre bout de la ville, un endroit calme où je pouvais respirer. Il a commandé du vin pour nous deux sans demander et m'a dit de prendre ce que je voulais sur la carte. Je n'avais pas faim mais j'ai commandé des pâtes parce qu'il avait l'air inquiet et je ne voulais pas qu'il pense que je m'effondrais. Nous étions assis dans un coin à l'écart et il m'a laissé parler. Je lui ai raconté les appels de la famille, les accusations, la façon dont Denis déformait tout pour me faire passer pour la méchante. Jérémy a écouté sans interrompre et quand j'ai fini,
il a dit quelque chose qui m'a fait pleurer juste là à table. Il a dit: tu as survécu à une expulsion à 18 ans avec rien d'autre que 200 € et une chambre louée, tu as travaillé pendant 6 ans d'études en t'assumant totalement seul, tu as construit une carrière, acheté un appartement et créé une vie stable et bonne. L'argent du loto c'était de la pure chance, du hasard, et tu ne dois pas un seul centime à Denis. Il a dit que Denis ne m'avait pas aidé à étudier, ni à déménager, ni célébrer mon diplôme, n'avait rien fait de ce qu'un vrai parent fait. Jérémy a dit que je devais arrêter de laisser la culpabilité me ronger alors que je n'avais aucune raison de me sentir coupable. Sa perspective extérieure m'a aidé plus qu'il ne le savait, parce que quand on est au milieu du drame familial, c'est dur de voir clair. Je suis rentré chez moi ce soir-là en me sentant plus forte, comme si je n'étais peut-être pas la personne horrible que Denis décrivait. Un mois a passé après le dîner familial et les choses sont devenues calmes. Trop calmes. J'aurais dû savoir que Denis n'avait pas fini mais une partie de moi espérait qu'il avait abandonné. Puis mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. La voix à l'autre bout a dit s'appeler Nathan Crouzet, l'associé de Denis dans l'entreprise de paysagiste. Il s'est excusé de me contacter comme ça mais il a dit qu'il s'inquiétait pour Denis et ma mère. Mon estomac s'est noué parce que les associés n'appellent pas la famille à moins que quelque chose n'aille vraiment mal. Nathan a expliqué que Denis prenait de l'argent sur les comptes personnels de ma mère pour couvrir les frais de l'entreprise. Il a dit que la boîte perdait de l'argent tous les mois et que Denis promettait que ça allait s'arranger mais ça ne s'arrangeait jamais. Nathan a dit qu'il avait vu les relevés bancaires parce que Denis avait besoin qu'il co-signe quelque chose et les chiffres étaient mauvais, vraiment mauvais. Il a dit que les économies de ma mère disparaissaient dans une entreprise en faillite et qu'elle ne savait peut-être même pas combien avait disparu. Nathan a continué de parler et je pouvais entendre le stress dans sa voix. Il a dit qu'il essayait de quitter le partenariat parce que les décisions financières de Denis devenaient imprudentes et qu'il ne voulait pas de responsabilité légale quand tout s'effondrerait. Il a dit que Denis était désespéré et que les gens désespérés font des choix dangereux. Nathan pensait que je devais savoir que ma mère risquait de graves ennuis financiers à cause de Denis. Il ne voulait pas d'argent de moi et ne me demandait pas de m'impliquer, il pensait juste que quelqu'un dans la famille devait savoir ce qui se passait réellement. Je l'ai remercié pour l'appel et l'avertissement. Dès qu'on a raccroché, j'ai appelé Caroline. Elle a répondu à la deuxième sonnerie et j'ai expliqué ce que Nathan venait de me dire. Caroline est restée silencieuse un moment puis a demandé pour la maison de ma mère, celle que mon père lui avait laissée. Je lui ai dit que ma mère en était pleinement propriétaire sans crédit car mon père l'avait payée avant de mourir. Caroline a dit que c'était bien car ça voulait dire que Denis ne pouvait pas hypothéquer la maison sans la signature de ma mère, mais qu'il pouvait certainement la mettre sous pression pour qu'elle le fasse. Caroline m'a dit de vérifier les registres de la propriété foncière en ligne pour voir si des hypothèques avaient été déposées. Elle m'a guidé pour accéder aux archives publiques et j'ai passé le reste de la soirée à chercher dans des documents que je comprenais à peine. La plupart semblaient normaux, juste le transfert de propriété de mon père à ma mère. Puis j'ai trouvé quelque chose daté d'il y a 2 semaines. Denis avait essayé de prendre un prêt hypothécaire sur la maison de ma mère. La demande était là dans les registres, demandant 75 000 € contre la propriété. Mes mains tremblaient en lisant les détails. La demande listait Denis et ma mère comme demandeurs, mais je savais que ma mère ne risquerait jamais la maison que mon père lui avait laissée à moins que Denis ne l'y pousse. J'ai tout capturé et envoyé à Caroline demandant ce que ça voulait dire. Elle a répondu que la demande existait mais qu'elle devait vérifier si elle avait été approuvée. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là en pensant à Denis essayant de prendre la seule chose que mon père avait laissée pour assurer la sécurité de ma mère. Le lendemain matin j'ai appelé ma mère directement. Elle a répondu à la 4e sonnerie, l'air fatigué, je lui ai demandé tout de suite si Denis essayait d'hypothéquer la maison. Elle est devenue silencieuse et je l'entendais respirer à l'autre bout. J'ai redemandé plus doucement et elle a fini par admettre que Denis disait que c'était le seul moyen de sauver l'entreprise et leur avenir. J'avais la nausée. Je lui ai dit que cette maison était sa sécurité, la seule chose qui était totalement à elle, et qu'elle ne devait pas la risquer pour l'entreprise de Denis. Elle a dit que je ne comprenais pas la pression qu'elle subissait, que Denis était son mari et qu'elle devait le soutenir. Je lui ai rappelé que mon père lui avait laissé cette maison pour qu'elle ait toujours un endroit où vivre quoi qu'il arrive. Elle s'est mise à pleurer et a dit que Denis avait promis de redresser l'entreprise s'il avait juste une chance de plus. J'ai demandé si elle avait signé la demande, elle a dit oui, mais que la banque n'avait pas encore approuvé. Mon cœur a coulé car elle avait déjà accepté de tout risquer. J'ai pris une respiration pour rester calme, je lui ai dit que je paierais pour qu'elle voie un conseiller financier indépendamment, quelqu'un qui pourrait examiner sa situation sans Denis.
J'ai dit qu'elle devait voir les vrais chiffres, comprendre combien d'argent avait déjà disparu. Elle a refusé immédiatement, elle a dit que ce serait trahir son mari et qu'elle faisait confiance à Denis. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais, je lui ai demandé en quoi se protéger était une trahison, elle a dit que j'essayais de m'interposer entre elle et Denis. On a tourné en rond pendant 20 minutes jusqu'à ce que j'abandonne. Je lui ai dit que l'offre tenait toujours si elle changeait d'avis et j'ai raccroché avant de dire quelque chose que je regretterais. J'étais dévasté qu'elle choisisse la ruine financière potentielle avec Denis plutôt que sa propre sécurité. J'avais rendez-vous avec Laure 2 jours plus tard et j'ai craqué dès que je me suis assise sur son canapé. J'ai tout raconté pour la maison et le refus de ma mère. Laure a écouté puis a dit quelque chose qui faisait mal mais que je devais entendre, je ne peux pas sauver ma mère des choix qu'elle fait activement. Elle a dit que ma mère était une adulte qui choisissait de rester avec Denis et de risquer sa sécurité financière, et que je devais accepter de ne pas pouvoir contrôler ça. Laure a dit que je pouvais offrir de l'aide et des ressources mais pas la forcer à les prendre, et que continuer à pousser ne ferait que me blesser sans rien changer. J'ai pleuré pendant la majeure partie de la séance car accepter ça semblait impossible, je voulais protéger ma mère comme elle ne m'avait jamais protégé. Mais Laure avait raison, ma mère faisait ses propres choix et je devais la laisser affronter les conséquences. 2 semaines ont rampé sans nouvelles. Puis mon téléphone a sonné un mardi matin, c'était ma mère. Elle pleurait si fort que je comprenais à peine. Elle a dit que la banque avait refusé le prêt hypothécaire parce que le score de crédit de Denis était trop bas et les finances de l'entreprise terribles. Elle semblait soulagée et terrifiée en même temps. Elle était contente que la banque ait dit non pour la maison mais effrayée de ce que Denis ferait ensuite. J'ai demandé doucement si elle avait réfléchi au fait que rester avec quelqu'un qui risquerait sa maison était sûr. Elle s'est défendue immédiatement en disant que je déformais tout, que Denis essayait juste de sauver leur avenir. J'ai essayé d'expliquer que quelqu'un qu'il aime ne la pousserait pas à risquer la maison héritée de mon père, mais elle m'a parlé par-dessus en disant que je ne comprenais pas leur mariage et a raccroché. Mon téléphone a sonné 10 minutes plus tard, numéro de ma mère, j'ai répondu en pensant qu'elle s'excusait mais c'était la voix de Denis. Il tremblait de rage, débitant ses mots. Il a dit que j'avais empoisonné la banque contre lui, que j'avais saboté son business exprès, que je voulais détruire son mariage. J'ai dit que je n'y étais pour rien, que ses propres finances avaient causé ça. Il m'a traité de menteuse, a dit que j'avais dû contacter la banque. J'ai dit que les banques ne fonctionnaient pas comme ça et qu'il devait arrêter de me contacter. Il a hurlé que je gâchais tout et que j'allais payer. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé, il a dit qu'il allait me poursuivre en justice pour contribution familiale. Il prétendait que parce qu'il m'avait logé de 14 à 18 ans, je lui devais une compensation maintenant que j'avais de l'argent. Il a dit qu'il avait gardé les reçus de tout ce qu'il avait dépensé pour moi et que j'allais tout rembourser avec intérêt. C'était absurde légalement mais ça m'a fait peur émotionnellement car il semblait sérieux. Je lui ai dit qu'il pouvait essayer mais qu'aucun avocat ne prendrait cette affaire. Il a dit que j'aurais des nouvelles de son avocat et a raccroché. Mes mains tremblaient en ouvrant l'appli dictaphone, j'avais enregistré tout l'appel. J'ai envoyé le fichier à Caroline demandant si sa menace tenait la route. Elle a rappelé dans l'heure. Elle a dit que Denis n'avait aucune base légale pour réclamer mes gains, que même s'il avait été mon tuteur légal, ce qu'il n'était pas, il ne pouvait pas réclamer compensation pour des dépenses parentales normales après coup. Le loyer qu'il me faisait payer mineur était déjà limite, l'utiliser pour justifier une demande d'argent maintenant était absurde. Mais elle a dit qu'il fallait prendre la menace au sérieux car les gens désespérés font des choses désespérées. Elle a recommandé de préparer une réponse formelle pour couper court à toute action. Elle a rédigé une lettre expliquant pourquoi Denis n'avait aucun droit et avertissant que toute poursuite abusive entraînerait des contre-attaques pour harcèlement et frais de justice. Je l'ai autorisée à l'envoyer. La lettre est partie 2 jours plus tard. Je l'ai lue 3 fois, me sentant plus en sécurité. Elle était claire, citait l'enregistrement de sa menace, documentait son harcèlement et exigeait qu'il cesse tout contact. Pendant une semaine, silence radio. Je pensais que ça avait marché. Puis les textos de ma mère ont commencé. Le premier disait que je transformais tout en bataille juridique au lieu de gérer ça en famille. Le deuxième disait que la famille ne devrait pas avoir besoin d'avocat. Le troisième disait que ton père serait si déçu de la façon dont tu traites ceux qui t'ont élevé. Chaque message était un coup de poing, même si je savais qu'elle répétait les mots de Denis. Je voulais répondre, me défendre, dire que Denis avait commencé en exigeant mon argent, mais je savais grâce alors que ça ne ferait qu'alimenter le cycle. Donc je n'ai pas répondu.
J'ai fait des captures d'écran et j'ai essayé d'ignorer la douleur. Je me suis plongé dans le travail, j'avais un gros audit pour un client important. 2 semaines après la lettre de l'avocat, ma chef m'a appelé dans son bureau. Je pensais à un problème ou une plainte. Au lieu de ça, elle m'a offert une promotion au poste de comptable senior avec une augmentation substantielle et ma propre équipe. J'étais stupéfaite. Elle a dit que je l'avais mérité par mon excellent travail. En sortant, j'ai ressenti une vague de validation, j'avais construit quelque chose de réel et stable, séparé de Denis et ma mère. Mes collègues m'ont emmené fêter ça, Jérémy était là, souriant, fier de moi. J'ai réalisé que j'avais des gens qui se souciaient de mes réussites sans rien vouloir de moi. Le lendemain, j'ai vu Guillaume pour planifier mes finances avec mon nouveau salaire et le loto. Il a suggéré de créer une fiducie et des comptes d'investissement pour sécuriser mon avenir et rendre mes actifs inatteignables. Nous avons passé 2 heures sur les options. À la fin, j'avais une forteresse financière. Guillaume a dit que même si Denis portait plainte, mes actifs étaient protégés. Je me sentais plus en sécurité que depuis des mois. 3 jours plus tard, le gardien de mon immeuble m'a appelé à l'interphone. Mon beau-père était dans le hall. Mon estomac a chuté, je lui ai dit fermement de ne pas le laisser monter. J'ai regardé par la fenêtre, Denis faisait les 100 pas sur le trottoir, gesticulant et discutant avec le gardien à travers la vitre. Ça a duré 10 minutes avant qu'il ne parte. Je tremblais en appelant la police pour signaler l'incident, une main courante. L'officier a été gentil, disant que je faisais bien de garder des traces. Caroline m'a appelé le lendemain, elle a suggéré une dernière approche avant de demander une ordonnance de protection, une médiation avec un professionnel, pour que Denis, ma mère et moi puissions parler avec un tiers neutre. Elle pensait que ça pourrait établir une limite finale indiscutable. J'étais sceptique mais j'ai accepté, espérant que ça aiderait ma mère à voir l'irrationnel de Denis. La médiation a été fixée pour le jeudi suivant à 14 h. Je suis arrivé 15 minutes en avance, essayant de contrôler mes mains. Ma mère est arrivée, l'air fatigué. Denis est entré avec un dossier épais, le visage fermé. La médiatrice a expliqué les règles. Denis a immédiatement ouvert son dossier et sorti des pages de calcul manuscrits. Il a dit qu'il avait documenté tout ce qu'il avait dépensé pour moi de 14 à 18 ans et que je lui devais 47 000 €. La médiatrice a demandé à voir, elle a regardé Denis et a demandé sa méthodologie. Il a dit qu'il avait compté le loyer, la nourriture, l'électricité, les vêtements, et même la valeur de la chambre que j'occupais. La médiatrice m'a regardé. J'ai dit que j'avais payé 300 € de loyer par mois de 16 à 18 ans, soit plus de 7 000 €, et fait remarquer que faire payer un loyer à un mineur puis réclamer le remboursement des frais parentaux normaux n'était pas légal. La médiatrice a dit à Denis que les parents ont l'obligation légale de subvenir aux besoins des enfants mineurs. Ma mère s'est mise à pleurer, demandant si on ne pouvait pas trouver un compromis. La médiatrice a demandé quel genre de compromis. Ma mère a dit peut-être aider pour la dette de l'entreprise. J'ai pris une grande inspiration et expliqué que j'avais déjà fait un compromis en gardant une relation après avoir été viré à 18 ans. J'ai dit que je n'étais pas obligé de financer l'entreprise en faillite de Denis. La médiatrice a demandé à Denis ce qu'il espérait. Il a dit qu'il voulait ce qui était juste, que la famille aide la famille. Je lui ai dit que juste aurait été de ne pas me faire payer de loyer à 16 ans, de ne pas me virer à 18 ans, de ne pas exiger 200 000 €, de ne pas me harceler. La médiatrice a dit clairement que Denis n'avait aucun droit sur mes gains et que son comportement relevait du harcèlement. Elle a demandé si une résolution volontaire était possible, j'ai dit non. Denis s'est levé brusquement, disant que c'était une perte de temps, et est sorti en tempête. Ma mère m'a rattrapé dans le couloir. Elle a admis que Denis était impossible à vivre, qu'il la blâmait, que leur mariage était tendu. J'ai attendu qu'elle dise qu'elle le quittait, mais elle a juste dit qu'elle ne savait plus quoi faire. Je lui ai dit qu'elle n'était pas coincée au milieu, qu'elle choisissait de rester avec quelqu'un qui harcelait sa fille. Elle a pleuré. Je lui ai dit que je l'aimais mais que je ne pouvais pas continuer à avoir la même conversation sans que rien ne change. Je suis parti. Le lendemain, j'ai appelé ma mère pour un café, juste nous deux. Elle a accepté. Je lui ai dit que je l'aimais mais que je devais poser une limite claire, elle pouvait me contacter pour parler de sa vie, de nous, mais toute mention d'argent, de Denis ou de culpabilisation entraînerait la fin de la conversation. Elle a accepté en pleurant. Ce soir-là, j'ai reçu un texto du numéro de ma mère,
mais écrit par Denis, disant que je regretterais et que le karma me rattraperait. J'ai fait une capture d'écran, envoyée à Caroline, et j'ai bloqué le numéro de ma mère. Le silence qui a suivi était paisible mais triste. J'ai passé le mois suivant à me concentrer sur ma vie. J'ai pris des vacances et je suis allé en Irlande, j'ai visité des châteaux, écouté de la musique dans des pubs, sans me soucier du budget. À mon retour, j'ai fait d'autres dons, au refuge, à une banque alimentaire, à une bourse d'études. J'ai vu l'or, nous avons parlé du deuil de la relation avec ma mère. L'argent n'avait pas créé le dysfonctionnement, il l'avait révélé. J'ai rendu visite à Madame Renaud, ma vieille logeuse. J'ai payé pour réparer son toit et sa plomberie. Sa gratitude m'a rappelé que la famille, c'est les gens qui sont là pour vous. J'ai commencé le bénévolat avec l'association de la sœur de Jérémy, Lise, aidant des jeunes sortant du système de placement ou en rupture familiale. Leurs histoires ressemblaient à la mienne. 3 mois après la médiation, ma mère m'a appelé d'un nouveau numéro. Voix calme. Elle n'a pas parlé de Denis ni d'argent. On a parlé de jardinage et de météo pendant 20 minutes. Elle a mentionné qu'elle voyait un conseiller. J'étais prudemment optimiste. J'ai lancé un projet de fonds pour étudiants avec Lise, utilisant mes gains pour aider des jeunes à payer leurs études. 4 mois plus tard, Nathan m'a appelé, l'entreprise de Denis avait déposé le bilan. Il voulait que je sache pour la maison. J'ai vérifié avec Caroline, la maison était sauve, toujours au nom de ma mère. Ma mère a appelé 3 jours plus tard, effrayée par la faillite. Je lui ai rappelé qu'elle avait la maison et qu'elle pouvait quitter Denis. Elle a dit qu'elle n'était pas prête. 6 mois après le loto, je suis assise dans mon appartement, sereine. J'ai des protections légales, financières, je vois l'or, je fais du bénévolat. Le drame familial fait encore mal parfois, mais il ne contrôle plus ma vie. J'ai accepté que je ne peux pas sauver ma mère. Le loto m'a forcé à arrêter d'espérer que ma famille change et à construire la vie que je mérite. Je suis fier de mes limites et de la personne que je suis devenue. Pour la première fois depuis des années, je suis vraiment excité par mon avenir.